Bienvenue sur Famille Minimaliste, le podcast qui partage astuces, méthodes et réflexions pour apprendre à vivre mieux avec moins autour de nous, même en famille et toujours dans la bonne humeur. Si vous êtes nouveau ici, je me présente, je m'appelle Hélène, je suis maman de 3 ados, minimaliste depuis plusieurs années et professionnelle du désencombrement certifiée. Et si vous n'êtes pas nouveau, bienvenue chez vous et merci de votre fidélité. Cette semaine, je suis américaine car je parle de lifestyle inflation ou en bon vieux français de l'inflation du mode de vie. Qu'est-ce que c'est? En quoi cela peut-il venir bousculer notre pratique minimaliste? Je partage avec vous ma réflexion sur le sujet. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Ces dernières semaines, j'ai découvert un terme que je ne connaissais pas du tout, l'inflation du mode de vie ou lifestyle inflation en anglais. La première fois que j'en ai entendu parler, j'ai pas trop prêté attention, ni la deuxième. Mais à la troisième mention, j'ai commencé à ouvrir les oreilles et à m'y intéresser un peu plus. Je trouve ce phénomène fascinant, non seulement d'un point de vue minimaliste, mais aussi sur le plan personnel, car il résonne avec mon expérience. L'inflation du mode de vie décrit une tendance à augmenter notre consommation et par conséquent nos dépenses au fur et à mesure que nos revenus augmentent. Ça peut se produire pour plusieurs raisons sur lesquelles je vais revenir dans un instant. Être minimaliste quand on n'a pas de revenus ou peu de revenus, ça semble intuitivement facile. Cependant, c'est pas vraiment la réalité. Quand on n'a pas de grands revenus, on a tendance à accepter les échantillons, à garder les choses par peur de manquer et aussi à accumuler. C'est le piège d'ailleurs dans lequel on était tombé. D'un côté, être minimaliste quand on a toujours eu de bons revenus paraît également non problématique. C'est un choix de vie qu'on a fait dès le début, donc tout semble aller pour le mieux. Mais le problème survient lorsque nos revenus augmentent brusquement. Si on passe d'une situation de faible revenu à une situation de confort ou d'abondance, que ce soit par une promotion, un nouveau job, un héritage, on peut être tenté de consommer et dépenser davantage pour des articles ou des activités non essentielles. On a tendance à ajuster notre niveau de vie pour correspondre à nos revenus plus élevés. On a accès plus facilement à certains produits et on se crée de nouveaux besoins. On ressent souvent le désir d'améliorer son quotidien, que ce soit matériel ou immatériel. Et ça, je le sais par expérience. Mon mari et moi, on a eu des revenus limités pendant longtemps. Lorsque notre situation financière s'est améliorée, notre accumulation, déjà très forte, a franchi un nouveau seuil. Pourquoi? Parce que je réfléchissais moins avant d'acheter des choses superflues. D'où les 300 peluches et ma garde-robe qui débordaient. Cette inflation du niveau de vie peut avoir plusieurs causes. La plus grande, à mon avis, c'est la pression sociale et les idées préconçues sur ce à quoi doit ressembler la réussite sociale. Une plus grande maison, une voiture plus spacieuse, des vacances luxueuses, des gadgets dernier cri, des vêtements de marque, des restaurants haut de gamme, etc. Lorsqu'on a l'impression de réussir économiquement, on a tendance à vouloir correspondre à cette image idéalisée en acquérant ces objets ou ces expériences, même si on n'en a pas vraiment besoin. Et le piège, c'est que même en étant minimaliste, c'est-à-dire en voulant conserver l'essentiel et se débarrasser du superflu, on peut se créer des besoins fictifs. Le véritable danger pour notre minimalisme réside dans notre capacité à nous mentir et à nous persuader que ces nouvelles envies sont des besoins réels, même si ce n'est pas le cas. Être minimaliste signifie se concentrer sur l'essentiel et se débarrasser du superflu. On peut facilement se livrer à des raisonnements intellectuels et penser que notre définition de l'essentiel doit évoluer avec l'augmentation de nos revenus. Ainsi, on pourrait augmenter notre consommation matérielle ou immatérielle tout en croyant ne pas transgresser nos principes minimalistes. D'un autre côté, il est vrai que notre définition de l'essentiel peut évoluer. Je suis la première à le reconnaître. Alors, pourquoi ne pas dépenser davantage quand on a? Ça peut être justifié dans certains cas. Par exemple, si nos moyens précédents ne nous permettaient pas de satisfaire nos besoins essentiels, alors il est légitime d'augmenter notre niveau de vie. Il peut être indispensable d'avoir une voiture pour se déplacer plus facilement. Si on n'avait pas les moyens de s'en acheter une auparavant, lorsque nos revenus le permettent, acquérir une voiture pour aller au travail, faire des courses ou se déplacer, c'est tout à fait légitime. Mais si on a déjà ce qu'il nous faut et qu'on est vraiment satisfait de notre situation actuelle, pourquoi gagner plus devrait-il entraîner une augmentation du nombre d'objets que l'on possède? Pourquoi avoir 2 voitures si une seule suffit? Même si on peut se le permettre, pourquoi se lancer dans une course au toujours plus, simplement parce que c'est possible? Ce sont des questions que je me posais pas à l'époque et qui m'ont conduite vers l'encombrement.
En tant que minimaliste, notre consommation se veut raisonnée. Dépenser plus simplement parce qu'on en a les moyens, c'est pas une raison valable pour moi, surtout quand je pense à l'impact de cette consommation sur la planète en termes de déchets, de pollution, d'empreinte carbone. Cette inflation, c'est un piège dans lequel nous on est tombé et qui a conduit à cette surcharge d'objets, rendant la gestion de la vie quotidienne avec 3 jeunes enfants de plus en plus difficile à mesure que nos revenus augmentaient. Depuis qu'on a adopté le minimalisme, nos revenus ont à nouveau augmenté, mais on a su éviter ce piège. Notre rapport à la consommation, en fait, a changé quand on a franchi le pas du minimalisme. On a dû aussi éduquer les enfants quand on a changé de niveau de vie. Ils ont mis du temps à comprendre que si on ne voulait pas acheter certaines choses, c'était pas juste parce qu'on n'avait pas les moyens, parce que désormais on les avait, mais juste parce que ça correspondait pas à notre définition de l'essentiel. Un de nos objectifs essentiels, c'est de nous préparer financièrement pour l'avenir, par exemple, notamment pour la retraite. Parce qu'on a cotisé dans plusieurs pays, on n'a pas de couverture sociale stable, bref, on a cotisé partout, donc nulle part. Donc continuer à épargner pour construire un patrimoine et garantir notre sécurité financière, ça, c'est un essentiel pour nous. Si on augmente notre consommation avec une hausse de revenus, on risque de réduire nos économies ou notre potentiel d'épargne, ce qui nous éloignerait de notre philosophie minimaliste. Dans notre cas, le minimalisme nous a vraiment aidé à combattre cette inflation du mode de vie, beaucoup mieux que la première fois où c'est arrivé. On a appris à être heureux et pleinement satisfait de ce qu'on a, et on évite le piège du toujours plus beau, plus grand, plus neuf, qu'on nous pousse constamment à acheter via les réseaux sociaux ou les publicités. Reconnaître ce qui est superflu, c'est devenu une seconde nature en fait maintenant, et ça m'aide à éviter la frustration, la jalousie et la surenchère sociale. Si vous constatez également une augmentation de vos dépenses, voici quelques conseils rapides que j'aurais aimé recevoir à l'époque. Le premier, définissez votre essentiel. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Ce qui vous apporte à vous et à votre famille un sentiment de bonheur, de bien-être, de sécurité physique, financière, émotionnelle, voire spirituelle. Je vous recommande de consulter l'épisode où j'explore le thème de trouver son essentiel. Je mettrai le lien en description. La deuxième chose, essayez de créer et de respecter un budget. Il doit refléter la vie que vous souhaitez avoir. Si votre bonheur ultime, c'est de partir en vacances exceptionnelles en famille chaque année, dépenser pour un gadget cher et inutile, ça vous éloignera de cet objectif, même si vous avez les moyens. Si faire du sport, c'est essentiel pour vous, votre nouveau pouvoir d'achat pourrait vous permettre de participer à davantage de compétitions ou de vous inscrire à un autre club. Ça représenterait alors un bon investissement. En résumé, votre budget doit refléter vos véritables aspirations. Troisième conseil, pour pas tomber dans le piège, dépensez consciemment et différencier les besoins des désirs. C'est un travail qu'on a dû réaliser il y a quelques années. Je vous recommande d'utiliser la méthode Bisou pour évaluer un achat. Je vous mets également le lien vers l'épisode où j'explique en détail comment cela fonctionne en description. Et enfin, évitez les comparaisons. Résistez à l'envie de comparer votre mode de vie à celui des autres, car cela peut entraîner des dépenses inutiles. C'est pas parce que vous voyez des superbes photos de voyage au bout du monde tout le temps sur Insta que vous devez faire la même chose. Voilà pour l'épisode du jour. J'espère qu'il vous aura aidé à réfléchir sur votre rapport à la consommation et sur les avantages du minimalisme, que vous évitiez le piège de l'inflation du mode de vie et que vous restiez fidèle à vos principes. Et voilà pour l'épisode du jour. Merci d'être allé jusqu'au bout. S'il vous a plu, merci de m'aider à faire plaisir à l'algorithme de votre plateforme d'écoute en mettant des étoiles, des commentaires ou en partageant avec des proches. Je vous invite également à vous balader en description pour télécharger mes ressources gratuites comme la fiche méthode de l'épisode, ma liste de 20 défis tri et ma checklist de tri. Vous pouvez aussi vous préinscrire pour le prochain programme d'accompagnement au tri. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.